merci d'être au rendez-vous. Je suis très ravi encore une fois cet après-midi de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir les confrères et les consoeurs, autrement dit, les braves hommes et femmes avec qui je partage ce métier, cet écosystème numérique au Sénégal, parce que comme promis, nous allons parler de la gouvernance du secteur numérique au Sénégal. Je fais bien exprès de dire gouvernance du secteur numérique. Je sais que l'expression secteur numérique est très discuté, notamment par notre ami le professeur Abdoulaye de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est étonnant parce qu'on n'a pas conversé depuis pas mal de temps. Le nom de famille me reviendra sûrement un peu plus tard. Mais si je donne une autre orientation, on pourrait me dire que je ne serais pas fondé à oublier son nom. Bien sûr que non, mais ça va me revenir. C'est sûrement dû un peu à la forte chaleur sur Dakar, même si le froid s'annonce. Ravi donc, très chers amis, de vous retrouver dans les après-midi de la Tech qui reçoivent donc cet après-midi, ce mercredi 4 novembre 2020, qui coïncide avec la présidentielle américaine. Là aussi, une autre attention tournée un peu vers le pays de l'oncle Sam. On y reviendra parce que Mountaga Cissé, qui est apparu à l'écran tout à l'heure, c'est que, évidemment, quand on parle de technologie, on parle forcément de Silicon Valley, on parle de l'Amérique, mais ça, c'est un autre sujet. Merci à tous les fidèles de cette initiative que nous avons démarrée depuis aujourd'hui 5 mois. Et d'ailleurs, mercredi prochain, si tout va bien, nous allons recevoir de nouveau la première personne, la première personnalité avec qui nous avons démarré cette série de panels qui donc met l'accent sur les différentes thématiques en lien avec le digital dans notre pays. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la gouvernance du secteur numérique. On le sait, qui ne manque pas d'actualité parce que dernièrement, le président de la République, qui fait naturellement bouger le ministre du secteur, a porté son choix sur Yankoba Diatara pour diriger ce ministère. Yankoba Diatara qui donc va succéder à Ndeye Tické Ndiaye Diop. Ndeye Tické Ndiaye Diop qui a beaucoup fait ou pas, on va le dire très, très rapidement. Est-ce qu'il faut une femme ou un homme comme profil à la tête de ce ministère? Quels sont les critères? Est-ce que ça demande beaucoup de compétences ou pas? Parce qu'au Sénégal, on défend très, très souvent l'idée que il ne faut pas avoir beaucoup de compétences, il faut être un ministre qui s'y connaît un peu et avec l'entourage de très bons collaborateurs, ça peut aller. Nous allons voir si c'est le cas ou pas. Et pour en parler cet après-midi, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Mountaga Cissé. Mountaga Cissé est un ami et puis un très fidèle également de ce que nous faisons à la radio au Sénégal comme en ligne. Mountaga Cissé qui a été, et j'en suis très honoré, un de mes professeurs au CESTI de Dakar. Bonsoir Mountaga Cissé. Bonsoir Ousmane, ravi de te retrouver encore une fois, cette fois-ci en ligne, comme tu l'as bien expliqué. Oui. Et donc, je salue également tous les autres invités avec qui nous allons discuter de ce sujet intéressant. Merci, merci beaucoup Mountaga Cissé. Bienvenue, très ravi surtout de la clarté de tes images pour te tutoyer, mais c'est normal, un bon professeur qui avait l'idée, non pas, disons tout au début dans le journalisme digital, c'est normal que vous ne fassiez pas un faux pas, comme on dit. Merry Beye Diouf, bonsoir. Est-ce qu'elle nous entend, Merry Beye? Bonsoir Merry Beye. Oui, je vous entends bien. Vous allez bien? J'espère que ça va bien et vous, Ousmane? Alhamdoulilah, bienvenue. On est très content d'avoir de grandes dames aussi dans ce panel et c'était bien choisi. Je pense en tout cas les grandes dames vont apprécier parce que c'est un panel de deux messieurs et de deux dames. Merci et bienvenue Merry Beye Diouf. À côté Merci de vous, nous avons Mbayankor. Mbayankor, bonsoir. Bonsoir Ousmane, bonsoir tout le monde et ravi de vous retrouver. Bonsoir à Moussa, mon frère, Mountaga Cissé, bonsoir. Et bonsoir aussi à ma consoeur Merry Beye. Merci beaucoup Mbayankor. Bienvenue à Mountaga. On voit que les femmes sont endimanchées, même si nous sommes au mercredi. Est-ce que Moussa Diop est aussi avec nous, Moussa Diop?
Oui, bonsoir Ousmane. Bonsoir, très ravi de vous avoir, très chers confrères et consoeurs d'abord et confrères après, pour ce panel que nous animons aujourd'hui avec le réseau des journalistes spécialisés en TIC du Sénégal, parce que depuis longtemps, on dit plus TIC, hein, Moussa, au moins j'ai évolué de ce point de vue. Alors, le réseau TIC qui nous fait donc le plaisir d'être avec nous, comme j'ai l'honneur ou plutôt le grand défi d'en être le coordonnateur au niveau du Sénégal. Naturellement, je suis l'animateur également de cette série de panels les après-midi de la tech. Je laisserai à Mbayankor, qui est la secrétaire générale, le soin et la responsabilité en même temps de faire une rapide présentation de ce réseautique. Comme ça, après, on va entrer de plein pied dans notre panel. Mbayankor, le réseautique, quand on en parle, c'est depuis quand et ça marche comment? Écoutez, c'est une lourde tâche que j'ai là. Je pense que tous aujourd'hui, les participants, en tout cas, font partie de ce réseau ou bien ont à un moment donné participé à ce réseau, le réseautique. C'est le réseau des journalistes spécialisés en TIC, d'accord, qu'on a mis en place depuis quelques années, mais on a assisté quand même à des changements, notamment avec le nouveau président, à savoir vous, M. Ousmane Gueye, un nouveau bureau. Je me dédouble cet après-midi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est un réseau qui, à un moment donné, a senti quand même que les journalistes qui voulaient s'investir dans ce domaine du numérique, du digital, avaient quelques soucis parfois. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas mettre en place un réseau qui va nous permettre, en tant que journalistes, de nous former, mais aussi d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour ainsi pouvoir traiter l'information concernant aujourd'hui ce secteur numérique, qui aujourd'hui est un secteur dynamique. D'accord, il y a des changements de manière vraiment constante. Donc, c'était ça l'objectif. Là, depuis un an, c'est vrai qu'on n'a pas eu plusieurs activités à cause de la pandémie, de la crise sanitaire qui a un peu compromis, entre guillemets, les activités du réseau. Mais c'est un réseau quand même dynamique qui est en train de faire son bonhomme de chemin, de nouer des partenariats pour faire de telle sorte que vraiment toute information qui concerne aujourd'hui ce secteur important puisse être traitée dans les meilleures manières par les journalistes qui s'y intéressent. Oui, et en même temps, ce que l'on voit, Mbayang, c'est qu'au Sénégal, nous n'avons pas cette habitude de voir les journalistes sortir un peu de leur réserve pour donner un regard, apprécier, juger une situation. Est-ce que dans cette optique-là, une question encore de ma part, est-ce que être journaliste spécialisé au Sénégal, notamment dans le numérique, est-ce que c'est chose aisée? Non, mais c'est pas chose aisée, je dirais, parce que déjà, on sort pas. Il y a peu de journalistes qui sortent spécialisés dans un domaine ou dans un autre. D'accord? Donc, c'est avec ce genre de réseau qu'on arrive à décrocher des formations pour capaciter ces journalistes. Donc, nous, on se dit spécialistes entre guillemets, mais en fait, c'est à force de travailler avec des spécialistes et d'avoir certaines initiatives de la part de nos partenaires qui fait de nous aujourd'hui des spécialistes. Mais on est sortis journalistes comme tous les autres. Donc, c'est pas facile, d'autant plus que quand ça concerne ce secteur du numérique, du digital qui est nouveau aujourd'hui pour nous en tant que Sénégalais. D'accord. Et c'est un secteur, comme je l'ai dit, qui est assez dynamique et assez transversal, ce qui fait qu'avoir aujourd'hui les bagages intellectuels pour traiter l'actualité concernant le digital, c'est pas très aisé. Donc, c'est d'ailleurs le but aujourd'hui de toute cette proposition-là du réseautique. On l'a pas créé juste comme ça, envers les journalistes qui sont dans les rédactions pour pouvoir capaciter à renforcer les capacités, en tout cas des journalistes qui s'intéressent déjà au numérique.
Merci. Moussa Diop, des questions préliminaires avant d'entrer, comme je l'ai dit, de plein pied dans le panel qui porte ce 4 novembre 2020 sur la gouvernance du secteur numérique au Sénégal. Vous qui nous venez de Paris, parce que vous avez exercé là-bas avant de revenir au Sénégal pour le compte du journal Le Soleil, même si on précise que dans ce panel, vous ne parlez pas au nom du journal Le Soleil, mais plutôt à titre personnel. Votre façon de voir un peu le travail de la presse spécialisée en France dans le numérique, c'est comment par rapport à nous au Sénégal? Merci Ousmane, merci de la précision dans un premier temps. Oui. Moi, je pense que nous, journalistes sénégalais, nous n'avons pas à avoir un certain complexe, en tout cas dans la gestion et surtout dans la richesse des contenus que nous proposons par rapport à ce secteur bien précis. Effectivement, dans nos rédactions, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de rédactions où il y a un secteur exclusivement dédié à cette thématique-là. De plus en plus, on voit dans beaucoup de rédactions un service qui est exclusivement dédié aux tech, aux nouvelles technologies. D'ailleurs, pour certaines rédactions, on ne va pas parler de la mienne. Hein. Oui. On sait vraiment que je ne suis pas là pour porter la parole du soleil, effectivement. Mais je vois que la difficulté réside d'abord dans la dénomination. Dans beaucoup de rédactions, par rapport à certaines questions que j'ai pu poser à des amis, il manque véritablement une rédaction qui est dédiée. Et dans ces rédactions dédiées, quand on part dans, par exemple, la rédaction du Monde ou bien à RFI, il y a une rédaction qui est dédiée. Et dans cette rédaction dédiée, il y a encore un sous-secteur qui est consacré au fact-checking, qui est consacré à tout ce qui est la gestion, le traitement des données. Hein. Tous ces secteurs-là, je pense que nous, journalistes sénégalais, on peut avoir quelque part à faire, mais avec vous, Ousmane, avec Joe, qui est à RFM, avec tant d'autres, hein. Moutaga est là, son contenu est très intéressant. Méridé, que je ne connais pas très bien, et je la vois sur la TFM avec Ndiaye. Je pense qu'ils animent une quotidienne. Oui. De l'actualité, c'est un autre traitement parce qu'eux, ils ont un autre angle. Je n'ai pas jugé de l'angle de leur traitement, mais déjà, c'est déjà pas mal d'exister à ce niveau-là. Peut-être qu'il reste quand même à nos rédactions de se rendre, pardon, excusez-moi, je l'arrête, de se rendre compte de l'importance de ces secteurs-là, de l'importance d'avoir une rédaction, un service dédié et d'avoir des personnes qualifiées dans ces secteurs, dans ces services. Je pense qu'on n'a pas à rougir de la comparaison. Peut-être il manque de restructurer un peu plus nos rédactions, mais le capital humain est là. Merci. Merci. Je continue un peu mon tour de table à Moussa. Votre son, il est à améliorer pour la prochaine prise de parole. Meribé, moi-même personnellement, je viens du groupe Futur Média. Vous, à l'intérieur, c'est vu comment Moussa parlait un peu de l'importance accordée au digital ou pas dans les rédactions. Vous le vivez comment chez vous à TFM? Est-ce qu'on comprend très bien cette importance qu'il faut accorder au digital ou pas? Oui, bien sûr, on comprend parfaitement l'importance du digital. Nous en avons pour preuve que nous disons souvent que la TFM, c'est une télévision digitale. C'est parce qu'on a compris ça qu'on a vraiment investi tout ce qui est réseaux sociaux. Parce que, bon, malheureusement, ici au Sénégal, quand on parle de digital, on pense automatiquement au réseau social. C'est assez dommage, alors que ce n'est qu'un pan vraiment de ce que le digital peut apporter. Donc, au niveau de la TFM, on peut dire que, voilà, en tout cas par rapport aux télé, on a vraiment bien compris ce qu'était l'enjeu du digital, vu que si vous voyez même le conducteur qu'on a, on est beaucoup plus tourné vers tout ce qui est live, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube, et aussi par un développement d'une application, bien sûr,
tout ce qui est groupe GFM. Donc, petit à petit, nous aussi, on se met au diapason, même si j'avoue que voilà, il y a encore beaucoup à faire parce que, comme je l'ai dit tantôt, le digital, ce n'est pas juste les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses à faire et à prendre en compte. C'est ça, vous me rappelez un peu les propos de Samba Sen, ancien de Sonatel, qui disait que chaque fois qu'on parle de transformation digitale au Sénégal, il y a une sorte de cosmétique. Les gens pensent qu'il faut juste figurer sur Internet, avoir un site, être sur Facebook et se croire transformé digitalement. Nous y reviendrons. Mountaga Cissé, vous, l'avantage ou l'inconvénient, vous allez apprécier, vous avez par rapport à nous, c'est que vous êtes un électron libre depuis que je vous connais d'ailleurs. Ça se passe comment le journalisme aussi en électron libre au Sénégal? Le journalisme digital, bien évidemment. Est-ce que c'est un plus? Oui, comme tu l'as dit, Ousmane, je suis un électron libre parce que déjà, je suis blogueur depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Je me suis spécialisé dans le digital. Et puis, j'ai la chance d'enseigner dans des écoles de journalisme depuis 2012 au CESTI, depuis 2014 à EGICOM, etc. Et donc, je côtoie un peu les journalistes tous les jours et j'ai un regard extérieur de ce qui se fait dans les médias que j'apprécie particulièrement. Moi, je suis très heureux quand je vois les journalistes faire des émissions spécialisées sur le secteur des TIC. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est avec ce genre de contenu-là que les gens s'intéressent davantage à ce secteur parce qu'il y a pas mal à dire. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, transformation digitale, si on parle des radios sur Internet, moi déjà en 2004, j'avais mis en place une web radio pour vous dire que les radios sur Internet, ça existe depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, une radio ou une chaîne de télévision qui est disponible sur Internet, ce n'est pas faire comme ce qui se faisait il y a 15, 20 ans. Ce n'est pas diffuser la radio sur Internet. Et là, je pense que les médias commencent à le comprendre aujourd'hui parce que nous n'avons plus nos transistors qu'on avait à l'époque pour capter la radio sur la bande FM. Moi, j'ai un téléphone smartphone et pourtant j'écoute la radio tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai installé des applications iRadio, RFM, j'utilise TuneIn Radio pour écouter d'autres radios, etc. Et du coup, je ne rate pas les émissions. Donc, le fait de voir, par exemple, aujourd'hui les médias se transformer sur Internet, parce que qu'est-ce qui va se passer s'ils ne le font pas? Ils vont se rendre compte que cet espace qui est plus ou moins vide sera occupé par des gens comme moi. Je ne suis pas employé d'une radio quelconque, mais je peux produire mon propre contenu. Je peux faire mes propres reportages, mes propres émissions que je vais diffuser sur Internet. Alors que l'avantage qu'aurait le journaliste, c'est qu'il a déjà appris le journaliste. Il sait comment faire, comment traiter une information, comment la partager pour ses auditeurs, ses téléspectateurs et ses internautes. Et donc, du coup, effectivement, si on voit que les radios commencent à se digitaliser, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Mountaga Cissé. Maintenant, nous allons entrer carrément dans notre panel. Je démarre par Mbaye encore. Ce que l'on constate d'abord, pour en rester un peu sur les constats dans un premier temps, c'est que les changements vont à une vitesse un peu vertigineuse à la tête des ministères. Nous avions Yaya Abdou Kane, si je ne me trompe. Après, on est passé à Abdoulaye Baldé. En l'espace de quelques mois, ça donne Ndeye Tické Ndiaye Diop. Elle fait quelques mois. Après, on passe carrément à Yankhoba Diattara, qui devrait être installé très rapidement. Un premier regard sur ces changements rapides. Est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir un impact négatif sur la marche du secteur numérique au Sénégal? Je dirais oui et non, parce que déjà un ministère, c'est un département, donc c'est le ministère qui est chargé aujourd'hui de dérouler toute cette politique envers, par exemple, un secteur bien déterminé. Là, on parle du secteur du numérique, des télécommunications.
Donc, du coup, ces nombreux changements pourraient impacter sur aujourd'hui l'évolution des choses. Oui. D'autant plus qu'actuellement, on a assisté à un changement à quelques mois de l'organisation aujourd'hui d'une grande rencontre concernant ce secteur. Je pense que nous allons y revenir rapidement, ce qui est prévu, je pense, au mois de novembre. Alors, donc, c'est à quelques jours. Peut-être que ça aura un impact, mais peut-être aussi que non. Parce que vous savez, en fait, les ministres, c'est juste des managers. D'accord? Ils sont dans des départements. Mais il y a déjà tout ce dispositif-là, cette ressource humaine-là qui se charge de mettre en œuvre une politique donnée. Donc, ce qui fait que il y a pas, ça ne peut pas être considéré comme impactant sur aujourd'hui, par exemple, l'exécution ou bien le développement de ce secteur. Du moment où c'est juste des managers qui passent, mais que la vraie politique est menée par l'administration centrale. Donc, du coup, sur ça, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Merry Bey? Oui, désolée, en fait, tout à l'heure, il y avait un petit problème de son avec ce qu'elle disait. Oui, Mais, oui. Non, allez-y, je vous en prie. Voilà, mais en fait, pour répondre à la question, sincèrement, moi, je pense que il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un néophyte qui ne connaît rien au digital ou qui n'a pas, je veux dire, des notions, même s'ils s'entourent de la bonne équipe, il reste quand même le manager, il reste quand même le leader. Ce sera à lui de tracer en fait ce qu'on appelle un roadmap ou un fil conducteur par rapport à l'évolution et au développement du secteur numérique au Sénégal. Donc, il faudrait quand même que même si c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, au moins qu'il ait des bases pour pouvoir étendre en fait tout ce qu'il y a à faire, parce que comme je disais aujourd'hui, le digital, ce n'est pas juste un réseau social, ce n'est pas juste Facebook, ce n'est pas juste Instagram ou Twitter, mais c'est tout ce qu'il y a comme enjeu derrière et savoir aussi comment dire, comprendre ce que le digital peut apporter aujourd'hui au gouvernement sénégalais et à l'économie sénégalaise, parce qu'actuellement, on va vers un monde où tout va presque être géré par le digital, que ce soit la politique, les stratégies qu'on met voilà, pendant les élections, tout est, en fait, la base, le soubassement même, c'est le numérique, c'est le digital. Donc, on ne peut pas ne pas mettre quelqu'un qui a vraiment les bases ou les connaissances qu'il faut, et ensuite que cette même personne s'entoure des personnes qui sont dans le milieu, qui connaissent les problématiques que l'on vit dans le milieu, afin de pouvoir aider la génération future. Voilà. Merci. Mountaga Cissé? Moi, je suis déçu, hein, franchement, de ce qui se passe à chaque fois qu'il y a remaniement notre secteur. J'ai dit notre secteur parce que je me considère comme faisant partie donc de ce secteur. Notre secteur est touché. Tout à l'heure, en citant Ousmane, tu as oublié de donner les premiers à occuper ce poste ministériel depuis 2012, Abouli plutôt et Cheikh Bamba Dièye. J'avais fait un article d'analyse il y a 1 an et demi, c'est-à-dire après l'élection présidentielle de 2019, pour un peu déplorer le fait que à chaque fois qu'il y a remaniement, le ministère est touché. Mary l'a dit tout à l'heure, c'est très important. En fait, le secteur est plutôt technique. C'est vrai, on peut avoir, par exemple, un avocat ou bien un sociologue, comme c'est le cas pour Yahya Abdou Kane, qui a été le 3e ministre d'éthique sous l'ère Macky Sall. Mais le problème, c'est que si celui qui est
à la tête de ce département ministériel n'a pas cette vision, n'a pas cette clairvoyance du secteur du digital, n'a pas cette ouverture d'esprit dans ce secteur digital, il ne pourra pas accompagner ce secteur. Heureusement, dans ce secteur, dans ce département ministériel, par exemple, moi, je connais presque tous les directeurs, mais cela change un peu. Pourquoi? Aujourd'hui, on a un nouveau ministre, Yankhoba Diattara. Pour qu'il prenne ses marques, il va falloir beaucoup de temps, au minimum 6 mois, disent les experts. Pourquoi? Déjà, il y a pas mal de projets qui sont en cours, certainement nous y reviendrons. Oui. Et le fait déjà de mettre en place une nouvelle équipe, parce que ce qui est sûr, c'est que il y en a qui vont rester parce qu'ils sont des administratifs, ils sont dans le secteur, ils connaissent un peu ce qu'ils font, mais l'entourage proche du ministère certainement va évoluer, il y en a qui vont partir, et là, les projets vont en partir tout simplement parce que il y aura de nouvelles têtes qui vont arriver. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai l'impression que nos autorités, elles n'ont pas une mesure de la force de ce département-là. Parce que le numérique, c'est plutôt un département transversal. Ce n'est pas seulement créer un projet pour équiper des écoles sur la connectivité, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas seulement investir dans la dématérialisation, etc. Mais c'est un ensemble de choses à mettre en place, connecter tous les ministères, parce que le ministère en charge des TIC, normalement, doit être en mesure de travailler avec tous les ministères, comme je l'ai dit, c'est transversal. Et puis, il y a certains projets qui sont gérés par des agences qui devraient normalement être sous la tutelle du ministère en lui-même. Et ça lui permettrait d'aller un peu plus vite. Parce que déjà, on le dit depuis des années, c'est un secteur qui contribue à hauteur de 6,5% sur le PIB. L'objectif, c'est que d'ici 2025, avec le projet SN 2025, qu'on atteigne au moins les 2 chiffres, c'est-à-dire 10% au minimum sur le secteur. Donc, un secteur qui contribue à ce niveau-là ne doit pas être négligé. Comme je l'avais dit dans mon blog que tu as partagé tout à l'heure, l'année dernière, lorsque Ndeye Tické Ndiaye Diop arrivait, moi je disais que je ne le connaissais pas et moi je ne juge pas les gens que je ne connais pas. Je vais les juger sur les faits. C'est vrai, bon, je dirais mi-figue, mi-raisin. Il y a pas mal de choses qui auraient pu être faites qui ne l'ont pas été, mais quand même, il faut saluer le fait que dans ce département ministériel, il y a des professionnels, il y a des gens qui ont fait de très belles choses et qui ont fait évoluer le secteur. Peut-être que ce sera le cas pour Yankhoba Diattara, mais ce sera très difficile. Pourquoi? Parce que à la différence des prédécesseurs donc de celui-ci, Yankhoba Diattara est un ministre purement politique. C'est-à-dire que sa nomination est purement politique, 100% politique, parce qu'il vient avec Idrissa Seck qui était dans l'opposition. Je ne sais pas s'il est toujours dans l'opposition ou pas, mais en tout cas, il va d'abord occuper un poste éminemment politique, ce qui fait que son entourage proche sera éminemment politique. Et du coup, Mountaga, excusez-moi, voilà. Une question avant que vous nous passiez à autre chose. Ce qu'on voit, on l'a toujours dénoncé, en tout cas certains observateurs ont toujours dénoncé le fait qu'on confie ces postes-là à des gens qui ne sont pas forcément du sérail. Mais est-ce que le pire n'est pas arrivé avec Yankhoba Diattara? Parce que sur son cas, on a l'impression qu'on a sacrifié un peu le digital sur l'autel des retrouvailles Idrissa Seck, Macky Sall, non? Moi, la lecture que j'en fais, je peux me tromper, c'est que déjà, il fallait un quota pour Idrissa Seck et il fallait quelqu'un de Thiès. Sachant que Ndeye Tické Ndiaye Diop est de Thiès, donc il fallait prendre quelqu'un pour occuper sa place. C'est comme ça que je le comprends. Peut-être que nos autorités pourront nous expliquer plus tard, mais moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, nous, on n'a pas choisi un profil, qu'il soit magistrat ou mathématicien ou pas. S'il est un bon manager, il pourra gérer le département ministériel. Mais d'abord, le fait de mettre en avant l'aspect politique, c'est ce qui fait que déjà, lui, il va gérer son ministère avec une casquette purement politique et ce qui n'est pas pour donc plaire le secteur parce que tout simplement on va avoir certains projets qui seront donc mis au placard en attendant d'avoir peut-être un autre ministre. Oui. On reviendra d'ailleurs sur ces projets tout à l'heure, hein, notamment le forum du numérique à Diamniadio. J'avais eu la chance ou l'honneur avec le chef de l'État Macky Sall d'animer, de modérer la première édition. Moussa Diop, votre regard sur ces changements à répétition à la tête du numérique au Sénégal?
Moussa Diop, vous n'avez pas rallumé votre micro. Ça se voit que vous n'êtes pas un journaliste de radio ou de télé, hein? N'est-ce pas, Mountaga? Excusez-moi. Je disais, je loue en tout cas l'honnêteté et le franc-parler de Mountaga. Je ne pourrais pas abonder dans ce sens pour la simple et bonne raison que les explications de l'arrière-boutique ou bien d'arrière-cuisine, moi, c'est trop court pour moi. En tout cas, le contexte politique, je ne pourrais pas m'aventurer là-dessus. Il y a quand même un fait sur lequel je souhaiterais revenir, c'est que ce que Mountaga explique, c'est presque pareil pour plusieurs ministères. À part quelques ministres régaliens, c'est presque tous pareil. Est-ce que même certains ministères régaliens, quand on prend notamment, je vais prendre un exemple qui n'est peut-être pas bon, mais au ministère de l'Intérieur, on n'a pas tout le temps des gens qui sont issus soit de l'armée, de la police, ou bien qui sont quelque part en lien avec les forces de l'ordre ou bien la gestion de la sécurité. Même si le ministère de l'Intérieur ne se limite pas qu'à cela. Pareil pour le ministère de l'Agriculture. On ne prend pas tout le temps des gens qui sont spécialisés et qu'on met dedans. Alors, en disant cela, ça n'exonère pas quand même d'aller au-delà. C'est-à-dire, il y a un ministre qui est là, il est accompagné par une structure, un cabinet, des directeurs qui sont assez compétents, comme Mountaga l'a répété, et qui doivent quand même ils sont chargés d'assurer la continuité de l'État, cette fameuse continuité de l'État dont on parle. Je pense qu'au ministère de l'économie numérique, il n'en manque pas. On connaît presque à peu près tous, nous tous, les gens qui y sont, et ils ne souffrent d'aucune forme de compétence à ce niveau-là. Moi, Yankhoba Diattara, je ne le connais que par rapport à son parcours politique. Qu'est-ce qu'on en sait plus ou moins? Il est titulaire d'un DEA du droit des affaires à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est titulaire d'un MBA obtenu au Canada en 2008, si ma mémoire est bonne. OK. Partant de là, on ne peut pas dire que c'est un expert de notre secteur. Mais moi, je me méfie toujours des procès d'intention. J'aimerais bien le voir à l'œuvre. Effectivement, on peut avoir des doutes raisonnables sur le fait qu'il puisse gérer ou pas, ou bien que les réformes entamées. Je discutais dans le cadre de mon travail il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui me disait qu'il y a beaucoup de feux qui sont allumés, en tout cas il y a beaucoup de réformes en cours. Par exemple, la stratégie SN 2025. Comment? Oui, je complétais. Oui, pardon. Donc, cette stratégie a été actualisée lors du semestre dernier et qu'il y a des validations qui sont en cours. Non, mais pour rectifier un peu Moussa, elle n'a pas été actualisée. C'est que le processus d'actualisation a été lancé. Si je comprends bien, il y a une nuance, non? Non, moi je répète ce que ce directeur m'a dit. Hein. Ah, d'accord. Donc, il m'a dit que ça a été actualisé. Il ne parle même pas de processus. Il dit que ça a été actualisé lors du semestre dernier et que voilà, il y a des validations à faire. Voilà. Tu parles plutôt des validations. D'accord. L'actualisation a été faite, il reste les validations. Et c'est vrai que quand un ministre arrive, notamment, il y a un temps d'adaptation. Surtout quand il est dans un secteur, a priori, qu'il ne maîtrise pas. Est-ce que ce temps d'adaptation ne sera pas une barrière, un frein dans cette validation, cette fameuse validation de cette stratégie? On peut avoir plus que des doutes raisonnables. Oui. Nonobstant ce constat, quand même, moi, je suis plutôt du genre à être, comment dire encore, plutôt positif et ne pas faire de procès d'intention. Je l'attends à l'œuvre. Effectivement, on aurait souhaité tous qu'il puisse y avoir quelqu'un du sérail, quelqu'un qui maîtrise les dossiers, qui n'a pas besoin de temps d'adaptation à la place, comme on dit en anglais, the right man in the right place. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Est-ce que ça va générer des retards? Est-ce que ça va générer une certaine, on va dire, je cherche mes mots, mais ça va générer plus que des retards, en tout cas,
Donc, je cherche le mot, j'arrive Poursuivez, pas à le trouver. ça viendra, poursuivez. Voilà. Est-ce que ça va générer tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas et on peut, vraiment, je me répète, vraiment, c'est un mot que je répète, on peut avoir des doutes raisonnables, mais ayons la patience de l'attendre dans la réalisation des faits pour voir d'ici 3 mois, les 3 derniers mois de l'année, on est aux 2 derniers mois d'ailleurs, est-ce que cette stratégie qu'on doit actualiser et qu'on doit valider, parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels le gouvernement, l'État du Sénégal, va pouvoir faire des avancées, notamment sur la réactualisation de l'arsenal juridique de 2008. Il y a des points sur l'identité numérique, il y a des points sur la cybercriminalité, sur la cybersécurité. Il y a énormément de points sur lesquels on attend l'État du Sénégal qu'il puisse apporter, en tout cas actualiser, et être conforme par rapport à ce qui se passe actuellement au Sénégal. Merci beaucoup, Mbayang. Que pensez-vous un peu de ce que Moussa vient de développer? Certes, on le dit souvent au Sénégal, on dit que Ousmane Ngom a été un excellent ministre, quoi qu'il ne soit pas du secteur sanitaire. On le dit aussi d'Abdoulaye Diouf Sarr, mais reconnaissez quand même qu'il y a un temps d'apprentissage, un temps d'adaptation pour un secteur numérique quand même qui va très vite, Mbayang Kor. Oui, oui, j'abonde dans le même sens. Hein. Je pense que c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ça peut constituer un frein, certes, mais ça peut ne pas avoir d'effet immédiat sur ce secteur. Donc oui, on m'a dit, je ne me rappelle plus c'était quel ministre, le meilleur ministre de la santé qui est quand même un secteur stratégique et très sensible, était un informaticien. Il n'était pas du secteur, je ne me souviens plus du nom. Donc, c'est des cas de figure comme ça qui nous laissent un peu, je dirais, optimistes par rapport au profil de Yankoba Diattara. Comme l'a rappelé tout à l'heure Moussa, c'est pas forcément quelqu'un qui s'y connaît en la matière. En tout cas, il n'est pas comme Moutaga. Mais voilà, il pourrait faire grand chose. L'essentiel, c'est qu'il écoute, par exemple, les acteurs de ce secteur-là, et que vraiment qu'il y ait je dirais, en fait, cette ambition-là, ce vœu-là de concrétiser tout ce qui a été pris en charge dans le plan Sénégal émergent concernant ce secteur numérique. Le président veut, disons, performant. Je m'excuse un peu de la qualité sonore parce que je suis en déplacement. Elle est bonne. Vous faites mieux que Moussa Diop, donc c'est bien. Laisse Moussa tranquille. D'accord, donc c'est juste ça. C'est que je suis optimiste. Je pense que tout va dépendre de lui, comment il va collaborer avec aujourd'hui les spécialistes, en tout cas les acteurs de ce secteur, et comment il pourra faire pour mettre en œuvre enfin toute cette politique-là qui a été vraiment mise en place pour le développement, la promotion du secteur du digital au Sénégal. Merci. Meribé, là, dans l'immédiat, nous avons, nous, secteur numérique sénégalais, évidemment, beaucoup de projets en cours, notamment ce forum du numérique à Diamniadio les 26 et 27 novembre, donc le mois courant. Est-ce que vous pensez que Yankoba Diattara aura tout le temps nécessaire pour s'adapter et se fondre un peu dans la mayonnaise qui prenait en tout cas jusqu'ici? Personnellement, je pense qu'il n'aura pas le temps, mais ce que je dis, c'est qu'il va être obligé d'avoir le temps. Parce qu'il a été nommé au ministère d'un secteur qui n'attend pas le temps. Je répète le temps parce que c'est important ici. Moi, j'ai l'impression, en fait, de mon avis, que l'État n'a pas en fait défini d'abord ce qu'était l'économie numérique au Sénégal. Donc, à leur niveau, j'ai l'impression que ce n'est pas clair dans leur tête, ce qui fait qu'on voit un petit peu tout ce qui est en train de se passer au niveau de ce ministère-là. Parce que le digital, franchement, c'est du virtuel, ça ne se mange pas. Et aujourd'hui, M. Diattara doit être, on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un de transversal.
parce qu'il doit avoir cette capacité-là au niveau de son ministère de booster et de transférer en fait tout ce qui est croissance à d'autres secteurs économiques. Donc, nous avons les secteurs économiques sociaux, nous avons tout ce qui est l'enseignement, santé, agriculture, tourisme, performance de l'administration, la dématérialisation, le commerce, la logistique, et la liste est longue, j'en passe. Mais quand on l'a élu, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie directement sur son compte Twitter. Déjà, ce n'est même pas un compte public, c'est un compte fermé. Avec, vous verrez par vous-même pour ceux qui sont partis voir. Donc, à moins vraiment qu'ils s'entourent, en fait, comme l'a dit tantôt quelqu'un, qui s'entourent vraiment des personnes qu'il faut. Là, il va lui falloir vraiment des nuits blanches parce que novembre, le 25, le 26, c'est aujourd'hui, quoi. Il a été nommé hier et c'est aujourd'hui qu'on doit faire face à tous ces enjeux. Déjà, on a tout ce qui est numérisation, ça c'est un événement. Mais au-delà même, on parle des projets qui ont été mis en place. On va devoir attendre une validation. Donc, ça veut dire qu'on va refaire encore le tout. Il va devoir se repencher avec son équipe sur ça. Voilà, ça va encore nous retarder, encore plus qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que je dis que là, il est obligé, même s'il ne peut pas, il est obligé de se mettre à jour et d'aller voilà, à contre-courant de tout ça. Merci, Mountaga Cissé. Je reviens vers vous. Je vais donner la parole à Alioune Top qui nous fait l'amitié et le plaisir de nous suivre de Paris. Il va prendre la parole un peu plus tard, ainsi que tout ce beau monde qui nous fait l'amitié de suivre. Il peut prendre la parole à tout moment, le temps juste de parcourir un peu les grandes lignes de cet épisode des après-midi de la tech de ce 4 novembre. Mountaga, toujours sur la numéricité, entre guillemets, pardonnez-moi le néologisme de nos ministres. Quand vous voyez des ministres qui ont du mal à dire start-up déjà, suivez un peu mon regard. D'autres qui vous disent, quand vous leur remettez par exemple une carte de visite, vous mettez CEO, ils vous disent c'est quoi le CEO pour lire en français. Mais est-ce que déjà, ce n'est pas un problème? Est-ce que quand on ne comprend pas ces détails élémentaires, est-ce qu'on comprend les vrais enjeux du numérique aujourd'hui? Ousmane, je ne le pense pas. C'est vrai, hein, comme tu l'as dit, parfois même pour énoncer certains termes du secteur, il y en a qui ont du mal à le faire. Mary l'a dit, le compte Twitter de notre nouveau ministre est verrouillé. Moi, j'ai fait un commentaire sur Twitter en disant que sa première mission sera de déverrouiller son compte déjà. Ça, c'est une première chose. Et bon, c'est vrai, je t'ai vu partager tout à l'heure le document de projet SN. Voilà. Moi, lorsque j'ai entendu la nomination de Michel Diatara, ce que j'ai fait en premier, je l'ai googlé. Hein. Je suis allé sur Google pour chercher un peu son profil. Moussa Diop l'a dit tout à l'heure, un peu son parcours. Ensuite, je suis allé regarder le programme du candidat Idrissa Seck à la présidentielle 2019 sur ce qui avait été prévu sur le numérique. J'ai vu qu'il y a pas mal de projets proposés, quelques similitudes avec le projet SN de 2025, mais aussi quelques différences, des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est proposé dans le projet. Je me suis dit, si M. Diatara vient, est-ce qu'il va amener avec lui le programme entre guillemets numérique de son candidat d'alors ou pas? Et là, je crois que ça ne sera pas le cas parce que le gouvernement, il y a plus de premier ministre, donc l'orientation du gouvernement est définie par le président de la République. Et puis, dans le secteur, dans ce département ministériel, il y a déjà pas mal de projets qui sont de très bons projets, qui sont en cours d'exécution. Donc, je ne pense pas que lui, en tant que nouveau ministre, qu'il vienne avec ces projets tout en ne sachant pas pour combien de temps il sera encore là. Donc là, le temps ne l'attend pas. C'est vrai, pour certaines manifestations, bon, nous savons tous que certains ministres, ils ne font qu'acte de présence dans certaines manifestations, même le discours peut être écrit par d'autres collaborateurs qui sont plus donc impliqués sur certains projets. Mais encore une fois, si le chef de file n'a pas cette clairvoyance, n'a pas cette vision pour manager certains projets, ce qui va se passer, c'est qu'il va un peu retarder le secteur. Par exemple, si
moi, je suis un directeur dans le ministère en charge de l'économie numérique et que j'ai en tête certains projets que j'ai envie de driver, de manager et que le ministre me met dans les bâtons dans les roues parce que, bon, il y a des gens qui sont dans le ministère qui appartiennent à un autre parti ou bien qui sont apolitiques, qui n'ont pas de coloration politique et que si notre ministre ne voit pas trop d'enjeux l'intéressant entre guillemets pour son secteur ou bien pour le parti pour lequel il est présent donc dans ce gouvernement-là, ça peut avoir des effets néfastes sur donc l'accélération de ces types de projets-là. Et c'est là où se trouve le problème. Le second problème, c'est le budget même qui est alloué à ce ministère. C'est vrai, nous sommes à la fin de l'année, le budget va être écoulé, où il y aura un nouveau budget. Est-ce qu'il y a assez d'argent, il y a suffisamment de fonds pour faire donc tourner tous ces projets-là, sachant qu'il y a un nouveau ministre qui est là, qui va justement exécuter un budget qui avait été déjà préparé par son prédécesseur, même si on sait tous que l'État, c'est la continuité. Merci. Comme les après-midi de la Terre, c'est toute une série. Avant, on s'appelait Covitech, on était en plein coronavirus. Je renvoie à ceux qui nous font le plaisir de nous suivre à ce numéro que nous avions dédié à la communication digitale au Sénégal en parlant un peu du rapport de nos politiques au numérique. Un numéro avec notamment Jo Maron et Malik Faye de l'Université de Thiès qui pourrait peut-être être un peu édifiant sur la question d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner la parole à Alioune Top. Je mentionnais son nom tout à l'heure. Il nous suit, il est à Paris. Est-ce que Alioune Top nous entend? Alioune Top. Oui, je vous entends. Oui, Alioune Top, bienvenue dans ce panel qui parle de gouvernance du secteur numérique au Sénégal. Oui, bon, merci beaucoup. Merci, monsieur Moutaga, de m'avoir donné la parole. Ousmane Gueye, hein? Ousmane Gueye, du moins, merci. C'est tout un plaisir quand même de participer à ce panel parce que moi, je suis intéressé et je m'occupe des problématiques qui sont liées au digital, au big data et à l'intelligence artificielle de manière générale. Tout ce qui est système de cloud et ERP. Donc, en tant qu'expert et docteur dans une entreprise où je dirige un projet qui s'intéresse dans ce cadre, mais qui est appliqué dans le domaine de la banque, finance et assurance. Donc, lorsque j'ai vu l'invitation, l'annonce, je me suis dit que c'est très intéressant parce que j'anime des conférences virtuelles sur le digital pour des entreprises qui sont basées en Afrique, notamment en Afrique du Sud, ou bien dans d'autres entreprises qui sont dans les pays d'Europe scandinave, comme la Suède, la Finlande, ainsi le Danemark. Donc, principalement, je suis basé à Paris. Et donc, je suis... En Île-de-France. En Île-de-France, voilà. Comme le dit votre profil LinkedIn. Oui, en Île-de-France, oui. Mais je bosse plus précisément à la Défense. Donc... Merci. Alors, comme le temps est très court, voilà. On va vous recevoir plus amplement dans un autre panel. Mais là, on regarde un peu sur la thématique rapidement. La gouvernance du secteur numérique et souvent les profils qui sont accueillis un peu dans ce secteur pour le diriger. Oui, exactement. C'est vrai que quand un poste ministériel, c'est pas un poste technique qui demande des connaissances techniques très approfondies, mais c'est un poste qui demande des compétences fonctionnelles, pas métier, mais fonctionnelles, mais tant soit peu, c'est-à-dire un business managérial qui permet aux gars d'avoir un regard très élargi sur les choses, ce qu'on appelle les team managers. Mais tant soit peu, il doit avoir des connaissances là-dessus sur le domaine pour ne serait-ce que s'imprégner du vocabulaire de la chose pour pouvoir établir un plan d'action compte tenu de ses collaborateurs, de ses assistants techniques. Parce que dans un poste ministériel, il y a toujours ce qu'on appelle les assistants techniques, les directeurs de cabinet, ainsi de suite, qui ont des compétences métiers qui doivent l'accompagner dans la réalisation des tâches. Mais comme vous l'avez souligné aussi,
Néanmoins, il doit avoir un certain nombre de connaissances dans le domaine. Parce que le digital, comme Madame Bey l'a bien souligné, c'est pas quelque chose qui est assez petit. Ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, ainsi de suite, mais c'est une combinatoire. Parce que quand on parle de digital, il y a le facteur de l'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle les big data. Il y a ce qu'on appelle la notion de cloud. Il y a ce qu'on appelle la notion d'Internet of Things. Et donc, si on regarde bien, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui coiffe tout. Et ça présente, c'est présent dans que ce soit la reconnaissance d'image, la prédiction, la bourse, le diagnostic. Elle transforme beaucoup de secteurs, comme l'environnement, le transport, la santé, donc la vie des populations du monde, surtout des pays qui sont industrialisés ou bien qui veulent être industrialisés. Plus loin que cela, on est face à une révolution qu'on appelle la 4e révolution. Elle n'est pas due simplement à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais plutôt à une combinatoire de technologies dont l'intelligence artificielle fait partie, avec notamment les clouds, les Internet of Things, ce qu'on appelle les IoT, les clouds. Et de cette combinatoire, donc, il est né, tous les ingrédients sont réunis pour être extrêmement destructifs et créer un vrai changement. Donc, les entreprises, que ce soit l'État ou bien dans n'importe quel secteur, doivent se préparer en conséquence parce qu'on va faire ce qu'on appelle un changement de paradigme. J'ai fait des articles là-dessus que j'ai appelé le cloud pour une démarche entrepreneuriale plus intelligente. Alioune? Oui, pour rester un peu sur le sujet du jour, oui, vous nous parlez d'intelligence artificielle, de big data, de toutes ces tendances du numérique actuel. Est-ce que pour comprendre cela, on est obligé d'être du sérail ou plutôt on peut être quiconque? Non, on est obligé d'être dans le domaine. Pour comprendre ces choses-là et donner des directives là-dessus, on est obligé d'avoir un minimum, un certain nombre de connaissances là-dessus. Parce que quand on est entouré par des personnes qui connaissent le domaine et que toi-même, qui est censé les diriger et que tu as des compétences ou bien des connaissances limitées dans le secteur, tu ne peux pas mettre en place ce qu'on appelle des business plans. Et ce sont ces business plans-là qu'on doit tracer sous forme de lignes fonctionnelles et qui doivent être transcrits en lignes techniques. Et donc, ce secteur, je suis en phase avec vous depuis le début du débat, ça nécessite d'avoir des compétences. Pourquoi? Parce que c'est le secteur qui centralise toutes les démarches entrepreneuriales d'un pays. Parce que tout est digital maintenant, que ce soit la santé. C'est pourquoi j'ai commencé tout à l'heure à faire un tour de table ou bien un tour d'horizon sur les secteurs que capitalise ou bien que centralise cette notion de digital-là. Parce que dans la santé, dans l'agriculture, dans même, comme vous l'avez dit, avec le système de l'administration, avec tout ce qui est technologie du blockchain, au-delà même de la crypto-monnaie, et on est obligé de le mettre en place pour pouvoir sécuriser les systèmes de manière plus intelligente. Merci. Donc, oui, non, terminez un peu. Donc, en gros, je vous laisse la parole. En gros, le ministre doit être non seulement un connaisseur du domaine, mais doit avoir une capacité managériale tellement étendue de sorte qu'il peut croiser ce qu'on appelle les intelligences dans ce domaine-là, parce que c'est de lui où tout passe. Merci beaucoup Alioune Top, basé à Paris, sénégalais bien évidemment. Dégg nga wolof? Bah oui. Leer na nañ, hein? Oui, bah, je suis villageois. Allez, merci Alioune. On promet de vous recevoir prochainement plus amplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un autre panel pour parler un peu de ces nouvelles tendances du digital, comme on les appelle. Je me tourne de nouveau vers Meribé. Votre regard un peu sur maintenant le profil de Ndeye Tické Ndiaye Diop, a priori qui n'était pas du secteur. Est-ce que finalement, j'ai dit a priori, maintenant c'est a posteriori, autrement dit après l'expérience, après coup, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle a tout de même bien travaillé entre le lancement des travaux du PTN à Diamniadio, l'adoption par l'Assemblée nationale sénégalaise du Code des communications
électroniques en remplacement du Code des télécoms de 2011, une loi pour promouvoir les startups, entre autres. Est-ce qu'elle n'a pas bien travaillé, la grande dame? Non? Oui, on peut dire qu'elle a bien travaillé vu que c'est une néophyte, qu'elle n'est pas vraiment dedans. Donc, elle a posé des jalons, on va dire. Elle a posé des jalons. Mais moi, j'ai plutôt un regard sévère par rapport à tout ça parce que très sincèrement, Ousmane, moi, je me dis que le Sénégal, étant donné notre position, étant donné aussi la rapidité avec laquelle le digital ou le numérique évolue, nous devrions avoir nous devions être à une autre étape, en fait. C'est-à-dire ça, pour moi, ces balbutiements-là, ça devrait être avant même nous. C'est des préalables. Voilà, c'est des préalables. On ne peut pas avoir des personnes comme M. Mountaga Cissé, comme toi, comme tous ceux qui sont dans le digital et qui font bouger les choses. Et au niveau de l'administration ou du ministère, en être à des balbutiements. Ça, c'est vraiment... comme on dit, une autoroute et deux voitures qui n'ont pas la même vitesse. Ça veut dire que celui qui est censé nous diriger, lui, il est vraiment en retard et on l'a laissé derrière et nous, on est en avance. Après, si nous, on est en avance et qu'on n'a pas au niveau du ministère le leader ou la personne qui peut nous outiller ou qui peut nous être un levier pour nous, pour qu'on puisse avancer à la vitesse, à la même vitesse que les autres, ça revient au même, en fait, c'est du zéro parce que lui, il est en retard, il ne peut pas avancer à notre rythme. Nous, on est trop en avance par rapport à lui et du coup, on sera obligé à un moment d'attendre, d'arrêter, en fait, et d'attendre qu'il se mette à niveau. On ne peut pas actuellement, à l'état actuel des choses, attendre qu'on nous mette quelqu'un qui va se mettre à jour par rapport à ce qui est en train de se faire actuellement. C'est vraiment bien ce qu'elle a eu à faire. Elle a posé des actes, on va dire, qu'on peut louer. Mais ces actes-là, voilà, c'est des balbutiements, c'est un début de quelque chose. Et actuellement, nous, on a vraiment les deux pieds dans le plat. Merci. On va avancer un peu, Mountaga. Je veux qu'on parle de la digitalisation de l'administration, ensuite de la digitalisation même de la presse. Parlons aussi de nous un peu comme dernier point, mais la digitalisation d'abord de l'administration. Moi, j'aime bien le mot état de droit ou l'expression. Pourquoi? Parce que j'ai appris à l'université que l'état de droit, c'est un état qui fait respecter le droit, mais en s'imposant le droit d'abord. Autrement dit, en respectant le droit avant de faire respecter le droit. Est-ce que notre état, il est digital? Est-ce que notre administration, elle est carrément digitale? C'est pour moi? Oui. Nous tendons vers cela. Je vois qu'effectivement, il y a pas mal d'initiatives. Par exemple, récemment, j'ai vu l'ADIE lancer le projet de maison du citoyen. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils l'appellent. Oui, c'est issu du projet Smart Sénégal. Voilà, exactement. Ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ce qui se faisait avant, c'est qu'on essayait un peu de copier les initiatives venant de l'étranger. Par exemple, si on dit, bon, chaque Sénégalais a un smartphone ou un ordinateur, il a la possibilité de se connecter sur une plateforme d'état civil pour demander un extrait de naissance, ça ne marchera jamais parce que nous avons un taux d'analphabétisme très important et un taux d'analphabétisme numérique encore plus important. Analphabétisme numérique, bon, tu sais un peu ce que c'est, les gens qui ne savent pas manipuler l'outil informatique pour s'inscrire sur certaines plateformes, etc. Donc, le fait de rapprocher, c'est le terme télécom qui est utilisé, le last mile, c'est-à-dire au dernier kilomètre, faire en sorte que le citoyen soit le plus proche possible de cette plateforme-là. Comme ça, lui, il n'aura pas à manipuler une plateforme, mais il sait que à 2 kilomètres de chez lui ou bien à 500 mètres de chez lui, il peut aller retrouver à partir d'un guichet unique un extrait de naissance, un casier judiciaire et toutes sortes de documents administratifs. Ça, c'est une bonne chose. Mais notre État pêche sur d'autres projets. Par exemple, je vois l'État investir sur, par exemple, la fibre optique pour couvrir un peu les capitales régionales, alors que
l'État pouvait juste aller acheter de la capacité. Il est 16 heures. Privée. Et donc, du coup, au lieu d'investir cet argent-là dans ce secteur-là, l'argent pourrait être investi dans d'autres activités. Maintenant, pour ce qui est de l'État central, les ministères, aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est tout simplement... c'est un problème de vision, hein. C'est comme ça que je le dis. C'est qu'on essaye un peu de prendre pas mal de projets venant de l'étranger ou bien proposés par des entreprises étrangères, des multinationales qui n'ont rien à voir avec notre sociologie du secteur. Et là, du coup, c'est des milliards investis et qu'au finish, on n'y arrive pas. Je donne un seul exemple hein, pour terminer sur ça, Ousmane. Avec le Covid-19, il y a eu une très belle initiative, hein, Dan Covid, tu en as parlé dans tes émissions, etc. Il y avait un projet d'application Stop Covid comme l'application lancée en France. Nous savons tous que même en France, c'était un échec carrément. Ils ont même lancé une nouvelle application avec un nouveau nom. Au Sénégal, l'application n'a jamais été lancée parce que tout simplement, c'était pas adapté à notre réalité. Si un jour l'État du Sénégal avait lancé une application pour lutter contre le Covid-19, ce sera 0,0 quelque chose de téléchargement, c'est sûr. Merci. Je signale aussi que nous avions consacré, dans le cadre toujours de cette série de panels en ligne, un panel sur la transformation digitale de l'administration. Nous avions reçu Cheikh Bakhoum, le professeur Abdoulaye Cissé, et notamment aussi l'ambassadeur estonien en charge de la coopération économique avec l'Afrique, hein, un panel qu'on peut regarder en replay déjà sur YouTube. Moussa Diop, l'administration, sa digitalisation, les énormes capacités de l'ADIE, le fait qu'on en soit encore là, est-ce que vous pensez que c'est compréhensible? Je vais simplement rappeler que parmi les 4 axes stratégiques prioritaires de la stratégie, une administration connectée au service des citoyens et des entreprises en fait partie. Maintenant, quant à l'énoncé, en tout cas, les vœux pieux et la réalisation, il y a souvent une différence, notamment dans notre cher pays. Dans le concept d'analphabète numérique, moi j'ai un petit doute parce que je l'entends souvent utiliser et je vais prendre un cas assez concret. C'est celui de ma maman, ma mère, qui n'a pas fait les bancs, qui n'a pas, comme elle le dit souvent, si notre grand-père lui avait donné cette possibilité-là, elle serait docteur, elle le dit, tout en rigolant. Mais ma maman est capable de passer plusieurs appels par WhatsApp ou d'autres applications, en tout cas, dédiées, tout en ne sachant pas lire. Nous, Sénégalais, nous avons cette capacité, en tout cas, cette intelligence, c'est pas seulement les Sénégalais, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il y a ce concept de voiture hybride. L'hybridité est souvent liée à un mélange mixte, mais surtout à une intelligence. Il y a une forme d'intelligence qui est chez les Sénégalais qui fait que notre utilisation du numérique ne peut pas être accolée, en tout cas juxtaposée ou comparée à celle d'autres pays, notamment ceux de l'Occident. On a une utilisation du numérique qui, peut-être les sociologues, les spécialistes, les experts comme Boutaga, pourront un jour s'y plonger et essayer de nous sortir des études véritables, ou bien les journalistes, que nous sommes Ousmane, Méry et Bayang, pour faire des enquêtes sur cette réalité et cette vérité. Est-ce que notre administration, pour en revenir à ta question, est-ce que notre administration est véritablement connectée? Hier, il y avait une manifestation et M. Manel Fall disait que près de 3 millions de Sénégalais ne sont pas connectés ou le sont très peu. Et il y a une forme de paradoxe avec le fait qu'il y ait presque plus de smartphones, en tout cas de téléphones, que d'habitants au Sénégal. Se trouve le problème. Le problème se trouve dans comment on justifie, comment on calcule tout cela. Moi, je souhaiterais qu'on puisse laisser de côté les standards occidentaux et qu'on puisse se renforcer, mettre le focus un peu plus sur ce que nous sommes, nous Sénégalais, ce qui fait qu'on soit, nous Africains, de ne pas singulariser,
Moussa Diop, quelques soucis avec Moussa Diop. En attendant qu'il revienne, Meribey, sur la même question, l'administration, le digital, le fait qu'on en soit encore là. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure avec tout ce qui est dématérialisation. L'ADIE, voilà, l'ADIE est en train de faire son petit bonhomme de chemin et franchement, on va dire que l'ADIE sauve un petit peu les meubles. Mais au niveau de l'administration, même s'il y a des systèmes qui sont en train d'être mis en place, ce n'est pas forcément les personnes qui maîtrisent. Allô? Continuez, Moussa Diop va nous rejoindre un peu plus tard. Il va reprendre la parole tout à l'heure, après vous. Ok. Voilà, donc je disais que même si c'est en train d'être mis en place dans les administrations, ce ne sont pas toujours les bonnes personnes qui maîtrisent ces outils-là, qui sont au poste pour ça. Par exemple, je prends l'exemple des cartes d'identité, par exemple. On avait instauré un système ici, mais par exemple, moi, quand je prends mon exemple, j'avais perdu ma carte d'identité et j'ai fait je ne sais combien d'allées-venues entre la police des parcelles et l'autre police et en ville, alors qu'il y avait un système de traçabilité qui avait déjà été mis en place. Donc, c'était tellement facile. Tu rentres dans l'ordinateur et tu me dis où se trouve ma carte. Mais la personne qui était là-bas ne maîtrisait pas l'outil informatique, ne savait pas comment utiliser le système et donc était incapable de me donner l'information qu'il fallait. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je demande à ces personnes qui nous administrent, c'est où est l'utilité de mettre en place ces systèmes de dématérialisation, ces systèmes, on va dire, où est l'intérêt de vouloir se mettre à jour du point de vue numérique ou digital si ce sont les mêmes personnes qui sont anciennes, qui ne maîtrisent pas l'outil et qui restent là-bas. En fait, c'est ça le problème. Oui. On en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure au début, les bonnes personnes à la place qu'il faut. Ou bien, on leur fait faire une formation. Parce que, en général, les personnes qui sont dans l'administration, ce sont des personnes qui sont assez avancées en âge ou qui n'ont pas forcément de maîtrise en fait sur tout ce qui est outils informatiques et encore moins sur ce qui est digital. Donc moi, c'est vraiment cette prise en charge-là qu'on devrait prendre vraiment en considération en ce qui concerne les administrations. Et même pour le retrait de certains papiers, j'ai par exemple ma bonne qui s'était inscrite en ligne pour le retrait de son casier judiciaire. Mais jusqu'à présent, elle est obligée, quand elle va sur le site en ligne, on lui dit que c'est disponible. Mais quand elle se déplace, on lui dit non. Vous voyez un peu? Donc, on met en place un système, mais on oublie de mettre les moyens humains adaptés qu'il faut pour aider à ce que ce système-là se lève en même temps avec ce qu'on est en train de vivre. Peut-être que le casier n'existe qu'en ligne, non? Peut-être. En tout cas, voilà, en fait, c'est les réalités auxquelles on fait face. Merci, merci Meribey. Je signale que tout cela a été discuté dans le panel que j'ai indiqué tout à l'heure, le panel sur l'administration digitale au Sénégal, avec l'ADIE, le professeur Abdoulaye Cissé, le cabinet qui a fait venir la présidente de la République d'Estonie à Dakar, en tous les cas qui a présenté l'expérience estonienne au président Macky Sall en 2018, décembre 2018 à Dakar, et puis l'ambassadeur estonien en charge de la coopération économique avec l'Afrique. Moussa Diop, vous en étiez à votre grammaire après la connexion s'est plantée. Comprenez que vous devez évoluer un peu pour en revenir à notre sujet, l'administration, le digital, et puis là où on est encore. Toutes mes excuses, Ousmane, parce que je t'en prie. Je ne l'accorde pas à l'arrière-boutique, comme je disais tout à l'heure. Effectivement, la connexion est compliquée. L'administration, effectivement, moi, tu l'as dit, vous l'avez dit, je ne vais pas te vous voyez, hein, tu l'as dit au début, je viens d'un pays où cette digitalisation, ce n'est plus un projet, c'est un fait. Beaucoup de démarches administratives en France, par exemple, pour les impôts, c'est digital. Même pas, contrairement à ici ou encore, il y a un autre système, par exemple, pour les impôts. Il y a une déclaration des impôts, ce qu'on appelle une feuille d'impôt,
qui doit être faite, elle est faite sur le plan digital. On n'a pas besoin on n'a plus besoin d'écrire et de venir déposer. Tout est digital. Quand on perd, par exemple, certains papiers, on a simplement à aller sur son espace personnel pour reproduire pour avoir une reproduction de ce papier-là. Je pense qu'il y a des pas à faire, des pas de géant d'ailleurs. Et pour cela, effectivement, c'est... Moussa Diop, hein, qui n'est pas sorti de l'auberge finalement. Moussa Diop? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il désactive sa vidéo? C'est un combat que tout le monde doit mener. Pas simplement un ministère. Et ça touche à toutes les branches. Allô? Oui, Moussa Diop, on vous entend. Allez, poursuivez, terminez plutôt. Oui. Donc, je disais que effectivement, il y a des points d'amélioration à faire. Et ces points d'amélioration se trouvent dans les différentes parties de notre existence. Ce n'est pas simplement l'administration sénégalaise qui est incriminée ou bien qui est visée, mais c'est à tous les niveaux. Et donc, voilà. Je vois que la connexion n'est pas stable. Ça me le signale également. Merci. Mais heureusement, on a Mountaga Cissé à nos côtés. Hein. Il va régler tous les problèmes liés à la connectivité. On évolue vers le dernier point, chers panélistes, hein, le dernier point de cette session, pour ne pas dire de ce panel et me répéter, c'est la presse au Sénégal et le digital. On démarre par vous, Mountaga Cissé, électron libre, encore une fois, je le rappelle. Vous voyez comment on peut cette nécessaire digitalisation de la presse au Sénégal avec les nouveaux business models qui s'imposent? Est-ce que, franchement, on est dedans ou pas? Alors, Ousmane, je peux dire que ça va dans tous les sens. Pourquoi? Parce que on essaie de s'adapter. Parfois, on ne maîtrise pas tous les outils qu'il faut pour pouvoir bien s'adapter. Et le nouveau code de la presse, bien qu'il soit bien ficelé, entre guillemets, ça a pris une dizaine d'années pour être validé et adopté et tout. Mais il y a dans une partie de ce code une sorte de vide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est professionnel des médias ou pas. Je dis pas journaliste parce que on peut être professionnel des médias sans être journaliste et vraiment respecter un peu le code, donc la loi, la législation et tout. Ce qui se passe aujourd'hui, on voit pas mal de dérives sur Internet qui sont parfois dénoncées par la population, par nos autorités, par tout le monde. Après, on accuse la presse, alors qu'en réalité, c'est un Mountaga qui a sa chaîne YouTube, qui produit ce qu'il veut, qui couvre des manifestations. Si un homme politique ou bien une célébrité fait une conférence de presse, je viens avec ma caméra, je mets Mountaga TV, et puis voilà, je me considère comme mon organe de presse. Je diffuse sur Internet tout ce que je veux. Et là, on parle de la presse en général. Ce qui devrait se faire, c'est d'abord, avec le nouveau code, on en a parlé, il y a par exemple la carte de presse qui permet d'identifier les journalistes et les techniciens des médias. Je pense que si ce projet-là aboutit, parce que c'est en cours, c'est bien avancé, je pense que s'il n'y avait pas la Covid aujourd'hui, ça aurait été donc mis en œuvre, voilà, acté. Et ça aurait permis aux citoyens lambda de savoir qui est professionnel des médias et qui ne l'est pas. Parce que ce qu'il faut éviter, parfois même j'entends des professionnels des médias, que ce soit dans les syndicats, etc., dire qu'on doit aller à un niveau où celui qui n'est pas journaliste n'a pas le droit, ne doit pas avoir le droit de produire du contenu. Et là, encore une fois, ça enfreint la liberté d'expression. Ce qui doit se passer, c'est qu'on doit identifier les médias. Par exemple, si on voit une information sur la page Facebook du Soleil Online ou sur IGFM ou sur imedia.sn ou sur tradefm.sn,
ou .net, là, on sait que c'est un contenu d'un média. Mais si c'est sur la page Facebook de Mountaga Cissé, là, on saura que c'est un citoyen lambda qui s'exprime et puis l'internaute, le téléspectateur ou l'auditeur se fera sa propre religion. La deuxième chose, c'est dans la transformation, parce que c'est vrai, la presse écrite existe toujours, elle va encore exister. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la presse écrite ne va pas disparaître parce que tout simplement, il y a le numérique. Elle va continuer à exister, mais elle va peut-être se transformer. Malheureusement, au Sénégal, la presse écrite ne s'est pas encore transformée. On a vu pas mal de journaux avoir des pages Facebook qui publient pas mal de contenu sur Facebook, mais si on les compare par rapport à ce qui se fait en Occident, on voit qu'il y a un fossé énorme. Par exemple, une information de première main que l'on a aujourd'hui, on ne doit pas attendre demain mettre cette information à la une du journal et attendre midi pour la publier sur la page Facebook. Pendant ce temps, emedia.sn, qui est exclusivement en ligne, en a déjà parlé sur son site internet. Donc, du coup, il prend de l'avance sur vous. Donc, il y a cet aspect-là à prendre en compte. Le second aspect, c'est la formation. Moi, j'ai vécu ça pendant 8 ans au CESTI, que j'enseigne les nouveaux médias, ce qu'on appelle les nouveaux médias, comment les journalistes peuvent s'approprier des nouveaux outils dans le cadre de leur travail. Et je vois qu'il y a une certaine évolution parce qu'il n'y avait pas cette prise en main de ces outils-là par les journalistes. Ça commence à être le cas. Je vois, par exemple, avec le nouveau directeur du CESTI, M. Dr Mamadou Ndiaye, que je salue s'il nous regarde, lui, par exemple, depuis 3 ans maintenant, il a, en tant que directeur des études, il avait lancé des projets de data journalisme, de big data, de journalisme mobile, ce qu'on appelle le mobile journalisme, c'est-à-dire permettre, par exemple, aux acteurs des médias d'avoir assez d'outils qui sont carrément différents de ce qui se faisait de manière traditionnelle dans les médias classiques pour être à la page, pour être online. Et je pense que c'est de cette transformation-là que les médias vont se positionner et vont remplir ce vide qui existe, parce que si les médias, les professionnels des médias n'occupent pas cette place et qui produisent la bonne information pour la mettre à la disposition des internautes, des gens comme moi qui n'en ont cure qui n'en ont rien à faire de l'éthique et de la déontologie pour produire leurs propres informations qui peuvent parfois être des fake news, et puis ces gens-là vont les partager. Par exemple, en regardant tous les jours l'émission Les Xew sur Internet animée par Mamadou Ndiaye et Mary Bey, et parfois il y a des rubriques qui parlent de fake news pour dire que attention, vous avez vu telle chose passer sur Internet, sachez que la réalité c'est ça, avec des outils de fact-checking, etc. Là, si c'est enseigné dans les écoles de journalisme et que les journalistes s'approprient de ces outils-là, il y aura donc de réelles avancées dans le secteur et ce sera pour le bonheur, je pense, de tous les consommateurs. Merci beaucoup, Mountaga. Je me tourne de nouveau vers Moussa Diop. Je n'oublie pas Mary Bey et Mbayankor. Moussa, pour rebondir un peu sur ce que disait Mountaga Cissé, effectivement, on a vu un peu cette mue de la presse écrite parce que ça s'impose aujourd'hui. On prend plutôt un contenu papier qu'on met forcément en ligne, oubliant, bon, on n'oublie pas, hein, j'estime que ça doit procéder d'autres raisons. En tout cas, on met en ligne un contenu de la presse écrite sans une écriture web. J'ai fait exprès de partager, par exemple, le contenu en ligne du journal Le Figaro en France. Je ne vous apprends rien, Moussa Diop, vous qui venez de l'Hexagone. Et on sait que tous ces journaux aujourd'hui ont des plateformes en ligne, complètement des vidéos, des télévisions même en ligne, des web TV, pour parler d'événements, faire vivre des événements en direct comme la présidentielle américaine. Pendant ça, au Sénégal, on manque d'écriture web. On attend le lendemain pour publier un contenu déjà passé. Au lieu de privilégier l'analyse, hein, je ne mets pas tout le monde dans un même pot, hein, pour faire un peu ce néologisme-là. Mais vous en pensez quoi, vous concrètement, qui êtes de la presse écrite? Les modèles que tu viens de décrire, notamment celui du Figaro, celui du Monde, celui de Libération, oui, le cas de Mediapart, ce sont des modèles qui devraient quand même résonner dans la tête de beaucoup de patrons de presse. Parce que pour moi, ce n'est pas une question de journalisme, mais c'est une question de patrons de presse. Tant que nos patrons, les gens qui sont à la tête de nos organes de presse, ne seront pas convaincus de la nécessité d'avoir
de faire ce virage-là et d'y croire. Je pense qu'il y aura toujours ces retards-là et ces questions qui vont revenir. Ce n'est pas une question, à mon humble avis, hein, je peux me tromper. À mon humble avis, ce n'est pas une question de ressources humaines, c'est une question de volonté. Attendre. Les exemples sont nombreux. De Washington Post. De culture numérique aussi, non? Est-ce que, oui, est-ce que certains patrons de presse sont à la page? Est-ce qu'ils sont au courant de ça d'ailleurs? Mais moi, je peux ne pas être médecin. Mais quand quelqu'un est malade, je l'amène chez le médecin. On ne peut pas avoir un savoir encyclopédique sur tout. Mais de mon humble avis, toujours. Oui, mais là, c'est quand vous avez la notion de médecin en tête. Ça, effectivement, ça peut être problématique. On a fait un énorme recul en arrière, pour me répéter, hein, un énorme recul depuis un peu plus de combien? De 15 ans, bientôt 20 ans, 25 ans. Rappelons que dès 1998, 3 journaux sénégalais, Le Soleil, Walfadjri et Sud Quotidien, faisaient partie du top 20 des journaux ayant une page Facebook. Un site internet. En Afrique, ou dans le monde? En Afrique. Oui, en Afrique. Oui. En Afrique. Et dans le monde. Il y a un calendrier, il y a un classement qui a été sorti par le monde diplomatique. On peut retrouver ça en 99, si ma mémoire est bonne, et où il y avait des journaux sénégalais qui étaient très bien placés sur le top 10 à la fin du XXe siècle. Là, on est 20 ans après le XXIe siècle. Donc, on a fait pas un bond en avant, mais on a reculé plus tôt. On a reculé et je pense que l'approche qu'ont certains patrons de presse vis-à-vis du digital n'est pas toujours au mieux. On peut l'améliorer. Maintenant, sur la pratique même, par rapport à de notre métier, par rapport à ce secteur-là, moi, je pense qu'il y a un terme, pardon de l'expression, que j'appellerais une vaste fumisterie. Cette expression-là, c'est les professionnels des médias. Il n'y a pas de professionnels des médias. Il y a journaliste ou pas journaliste. En France, la question a été tranchée. Un journaliste, il a ça, une carte de presse avec le drapeau français et donnée par une commission. Cette histoire de patron de presse, de professionnels des médias, c'est une vaste fumisterie. Et qu'est-ce qu'on fait des techniciens aussi? C'est des journalistes. D'accord. Ce sont des journalistes. Il y a des critères qu'on donne pour certains journalistes, par exemple, pour les monteurs et autres. Hein? On a une catégorie, c'est comme pour les gens qui travaillent dans les spectacles et autres. Il y a un statut particulier. Tant qu'on ne fera pas ce distinguo, tant qu'on ne fera pas un blogueur, ce n'est pas un professionnel des médias. Je suis désolé. Un blogueur, ce n'est pas un professionnel des médias. Il peut en savoir plus que moi-même sur les médias. Il peut en savoir plus que moi-même sur la pratique des médias. Il n'a pas la qualification. Oui, un journaliste, c'est celui qui tire l'essentiel de ses revenus de son travail. Les 23 critères, n'est-ce pas? L'essentiel de ses revenus qui exerce le plus clair de son temps. Ce métier, j'en oublie le 3e critère. Oui, mais quand tu dis l'essentiel de ses revenus, ça englobe le reste. Ça va tout dire, oui. Voilà, ça englobe le reste. Et tant qu'on ne fera pas cette violence, qu'on se fasse violence, qu'on se dise les choses, moi, quand il y a des rapports sur les commissions, comment ça s'appelle encore, le code de la presse au Sénégal, moi, j'évite d'entrer dans ce détail-là parce que je pourrais avoir une parole qui dérape. Mais je suis plus ou moins, j'ai choisi ce métier, je le dis souvent, par passion, parce que, comme tu le sais, j'ai un diplôme ailleurs qui pourrait me conduire à être professeur d'université dans un autre secteur. Je ne le fais pas, j'ai choisi de rester journaliste. C'est un choix personnel. Et je suis très jaloux de mon métier. Mais il faudrait qu'on fasse ce distinguo-là. Et désolé de me répéter, c'est une vaste fumisterie, l'histoire des professionnels des médias. Vraiment. C'est journaliste ou pas journaliste. Merci Moussa. Meribey, sur la même question. Écoutez, je suis parfaitement d'accord avec lui. Je pense qu'actuellement, la presse, le monde de la presse est en train de... Enfin, on est déjà dedans, en fait.
dans tout ce qui est digitalisation, numérisation. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit mieux organisé parce que il a parlé tout de suite du rapport du digital avec les différents patrons de presse. Aujourd'hui, comme l'a dit Muntaga Cissé, quelqu'un qui se lève, qui a une chaîne YouTube, qui collectionne des vues, voit sa chaîne monétisée, peut soudainement se dire « je suis patron de presse ». Vous voyez? Donc, il va falloir qu'il y ait une catégorisation de tout ce monde-là, qu'on sache qui est qui fait quoi. Et à partir de ce moment-là, la population pourra vraiment faire le distinguo entre ceux qui sont aspirants, on va dire, à être dans le milieu et ceux qui sont réellement dans le milieu. De notre côté aussi, il faudrait que ce que j'appelle entre guillemets les dragons journalistiques, donc les anciens, aussi se donnent la peine de vraiment venir vers le digital parce que le digital est là, d'accord? Le numérique est là et c'est extrêmement vaste. Mais comme il l'a dit, quand tu es malade, tu vas aller voir le médecin. Ce n'est pas à nous ou bien je veux dire, même si le ministère ou autres ou les autorités font ce qu'ils ont à faire, c'est à la personne d'aller vers le digital, se documenter, apprendre. Parce que nous tous, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit Muntaga Cissé, on se met à jour tout le temps. Parce que chaque fois, il y a de nouvelles techniques, chaque fois, il y a de nouvelles choses qui sont créées et nous, on doit se mettre au diapason pour avancer en même temps que le monde. Que ce soit les journaux écrits, effectivement, il a raison, M. Cissé, en disant que on ne doit pas attendre qu'une information paraisse dans le journal écrit pour que ça vienne sur le journal en ligne. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse une catégorisation de tout ça. Par exemple, moi, je ne me décris pas comme une journaliste, entre guillemets, mais je sais ce que je suis et par rapport à ça, je me donne les moyens d'arriver à ça. Après, il y a des gens qui ont ces aptitudes-là, qui vont aller vers l'information, se former pour ensuite le devenir. Mais il faut qu'on fasse un amalgame parce que c'est ce qui est en train de se faire. Et l'amalgame a été tellement bien fait qu'aujourd'hui, la population ne sait même pas faire le distinguo entre le technicien, le journaliste et autres. Voilà. Merci Mary. Mbaye encore? Oui, c'est tellement, c'est tellement bon d'écouter que j'ai pris une aise. En tout cas, une aise plutôt. En tout cas, ce que j'aimerais juste souligner, c'est que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que je viens d'entendre, tout ce qui a été dit. Mais je veux juste relever aujourd'hui le fait qu'aujourd'hui la nature a horreur du vide. Donc, si les professionnels, je dirais pas professionnels, les journalistes aujourd'hui ne sont pas, en tout cas, n'accaparent pas tout cet écosystème-là pour occuper les places pauvres aujourd'hui, disons, ce nouveau secteur. Maintenant, les autres vont s'incruster dedans et ce sera difficile dès lors de régler le problème. Je crois que ce qui se pose plutôt, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes, il y a peu de journalistes qui s'investissent déjà dans ce secteur, dans le digital, dans le numérique. Et donc, ça pose problème. Je parle je reste dans le traitement de l'information. Ah, d'accord. OK. D'accord. Maintenant, le problème, c'est un problème de capacitation. D'accord? Parce que vous avez parlé aujourd'hui de la formation avec le CESTI, il y a d'autres écoles de formation de journalisme ici dans ce pays, mais est-ce que ces journalistes sont formés à pouvoir faire tout ce travail-là que vous venez de préciter? C'est-à-dire, est-ce que nous avons des prédispositions? Moi-même, qui suis censée être journaliste spécialisée dans les TIC, il y a tout un jargon que j'arrive pas à comprendre. Donc là, ça pose problème. Donc, il m'est arrivé d'être dans une rencontre où on a parlé de supply chain. Je n'arrêtais pas de parler de supply chain. Oui. Je parlais tout le temps de supply chain jusqu'à ce que je pense que j'ai énervé même. Jusqu'à ce qu'on vous supplie d'arrêter, hein, c'est bien ça. D'arrêter de parler de supply chain. Donc, il y a tout un problème. Quand j'ai entendu pour la première fois
intelligence artificielle, big data, tout ça, c'est des mots nouveaux. Aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être fait comme initiative de la part du gouvernement du Sénégal, mais aussi du secteur privé, parce que l'écosystème, c'est pas que aujourd'hui l'administration, le gouvernement sénégalais, mais c'est tout en tout cas, toute une palette d'acteurs qui entrent dedans, surtout notamment le secteur privé. D'accord? Aujourd'hui, si ces initiatives-là ne sont pas relayées par la presse, là aussi, ça pose problème. Donc, la presse doit se former par rapport au digital, en tout cas, pour pouvoir faire des offres carrément digitales concernant le traitement et la diffusion de l'information. Mais aujourd'hui, la presse doit être un parfait relais pour toutes ces initiatives-là qui sont en train de prendre forme pour le développement justement du numérique, mais aussi de l'économie numérique. Parce qu'on entend souvent parler de l'économie numérique. Bon, plusieurs personnes ne comprennent même pas ce que c'est. Donc, on a souvent recours à des spécialistes, disons, et on a peu de spécialistes en numérique, d'accord, pour pouvoir nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par économie numérique, d'accord. Donc, je pense qu'il y a toute une sorte, excusez-moi, d'opportunités à saisir avec ce secteur. Mais il faut éviter quand même que vraiment ceux qui s'y connaissent, que vraiment ceux qui doivent occuper cet espace-là ne fassent rien et que les autres viennent prendre leur place. Voilà. Merci, merci Mayang. On vous promet d'ailleurs, Moutaga, il faut lui promettre une formation en supply chain. Et en supply chain au départ, mais en supply chain pour la bonne prononciation. Et on précise que le réseau, bien sûr, reste ouvert pour tout ce qui est formation, avec notamment une collaboration avec Sonatel Academy. Nous y reviendrons d'ailleurs prochainement et nous aurons le plaisir très certainement dans le cadre de ces après-midi de la tech ou dans un autre cadre d'avoir cet échange en ligne avec le ministère de la Communication sur ces problématiques touchant au digital et au journalisme et également TDS qui gère la TNT au Sénégal. Mais bien sûr, ce ne sont que des projets que nous allons approfondir plus tard. Mais on précise que le réseau des journalistes spécialisés en TIC du Sénégal reste très, très ouvert en ce qui concerne des collaborations, des formations, parce que bien sûr, on est très demandeur sur cette question. On va finir avec Moussa Diop très rapidement en quelques secondes. Oui, je voulais simplement préciser que quand je parle de la digitalisation de notre presse, la presse, oui. Il faudrait s'inspirer peut-être, parce qu'on ne peut pas faire non plus ce que fait Libération, Le Monde ou bien Washington Post. On a des réalités sur lesquelles il faudrait peut-être adapter une certaine stratégie. Je ne vais pas faire de la publicité pour un opérateur qui fait du monnaie, un API, qui fait du transfert d'argent, mais c'est adapté. Pourquoi Orange Money marche? Parce que ça s'est adapté à certaines réalités sénégalaises. Et il faudrait que même dans le fait de vendre les articles, on puisse s'adapter en France, c'est en gros, on puisse s'adapter à ce détail-là, au fait que les gens achètent par détail. Là-bas, tu peux acheter un mois pour 10 €, l'équipe par exemple. Là, on essaiera de voir à quel niveau il faudra s'adapter par rapport à cette digitalisation, cette monétisation des contenus. Les radios, notamment, Ousmane, vous compris, le podcast n'est pas très développé dans les radios sénégalaises. Le podcast, on n'a plus besoin, c'est comme certaines séries ou autres, on n'a plus besoin d'écouter certaines émissions directement. Et il y a les sites internet qui viennent, pardon de le dire de manière triviale, comme des rapaces et qui se jettent dessus et qui monétisent à la place de ceux qui font le contenu. C'est un espace inoccupé. Voilà. Dans la conception même des radios, il doit y avoir cette arrière-pensée de mettre en place des podcasts, des applications pour les podcasts et autres. Que ce soit pour les journaux, pour tout, pour les émissions phares. En fait, il y a des applications qui existent.
mais ils ne sont pas connus des journalistes. Ils ne sont pas connus des journalistes. Les applications de podcast au Sénégal. Il y a certes, je veux dire qu'il y a des jeunes qui sont dans le monde du digital qui créent des applications pour faire des podcasts, mais ils ne sont pas forcément connus voilà, des journalistes. Mais là, je parlais plutôt des radios même, des radios qui produisent eux-mêmes. Quand on va à Europe 1, qui ont des émissions très, très connues, c'est Europe 1 même qui propose l'application. Et que si, par exemple, e-radio, hein, la radio de Ousmane, produit elle-même ce n'est pas ma radio, hein. La radio où tu travailles, ton employeur, oui. Tu seras patron de presse. T'inquiète pas, ça viendra un jour. Et là, on te jettera des pierres. Et si ta future radio donc propose elle-même des applications, ça va être plus simple. Par exemple, pour ton émission du dimanche sur l'actualité des techs, etc., etc. Donc, pour ne pas vraiment être court, il y a beaucoup à faire, mais c'est un champ large. Il y a énormément à faire. Et c'est vierge en plus. C'est vierge. Il y a énormément à faire et ce n'est pas faute d'avoir de l'imagination des gens dédiés à ce métier-là et du savoir-faire. Vraiment, c'est de la volonté et plutôt avoir de l'audace. Audace et pragmatisme, disait Le Soleil récemment lors d'une de nos unes. Là, je dirais audace et pragmatisme. Et payer pour la publicité, hein, payer pour la publicité dans les après-midi de la tech, Moussa Diop. On précise bien sûr qu'il y a des applications qui sont nombreuses pour évidemment GFM, l'application pour écouter un peu la radio, e-radio Sénégal. C'est le cas sûrement pour Mbayang, Muntaga et tant d'autres médias. Mais il reste qu'il faut plus d'efforts. Et ça, je vous promets, au nom des après-midi de la tech, nous y reviendrons un jour avec notamment la direction de la communication parce que nous en parlons avec Ousseynou Dieng et puis d'autres acteurs au Sénégal qui sont concernés par le secteur médiatique sur notamment les bons business models qu'il faut mettre au point à l'heure où on est pleinement dans le digital, en tout cas où on aspire à l'être. Nous en avions parlé très rapidement dans une de nos émissions e-tech sur e-radio et ITV avec l'ancien directeur général du journal Le Soleil, Cheikh Thiam, que l'on connaît très bien au Sénégal et qui est un économiste de formation de surcroît. Merci à tout le monde d'avoir été mes illustres invités cet après-midi. Depuis que ces panels ont démarré depuis 5 mois, c'est la première fois où je reçois des confrères et des consoeurs exclusivement pour parler de l'actualité numérique au Sénégal, de notre métier. Et tu devais commencer par nous, hein? Oui, la galanterie. Quand même. Et j'avoue que j'étais très, très, très réjoui naturellement. Si réjoui que j'en redemande, autrement dit, que je demande qu'on ait d'autres panels plus tard pour poursuivre un peu la discussion. Merci infiniment d'avoir été mes invités cet après-midi. Naturellement, je vous retrouve quand je veux, puisque vous êtes mes confrères et mes consoeurs. On a le même écosystème. Merci aux différents partenaires qui nous apportent leur soutien régulièrement. Ils se reconnaîtront parce que c'est des partenaires officiels, des marques appartenant au secteur numérique du Sénégal, qui soutiennent les après-midi de la tech. Je remercie également mon infographe Babacar Sis qui est basé au Mali, mais c'est un si loin, si proche parce qu'il réalise régulièrement l'infographie, les infographies de ces panels parce qu'on aime très bien, pendant qu'on parle de professionnalisme, que tout soit professionnel dans ces panels. Merci infiniment. Je précise que cet enregistrement, disons, ce panel est disponible à partir de la soirée, dans la soirée, en mode replay sur YouTube et sur l'ensemble de mes plateformes en ligne. Merci infiniment et puis rendez-vous mercredi prochain. Nous serons le 11 novembre 2020, Inch'Allah. Nous vous reviendrons avec une autre thématique naturellement touchant toujours au digital dans notre pays ailleurs. Merci, bon après-midi et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Ousmane. Bonsoir.